Bienvenue dans Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde, consacrée à l'actualité africaine et internationale de la semaine. À mes côtés aujourd'hui, Hassan Diop de Radio France Internationale et Stéphanie Hartmann d'Africa numéro 1. Au sommaire, le Bénin avec le premier anniversaire de Patrice Talon à la tête du pays, un anniversaire qui intervient sur fond de polémique. Faute de majorité qualifiée, la révision constitutionnelle souhaitée par le président de la République n'a pas été validée par le Parlement. La population réclame, elle, un référendum qui, pour l'heure, n'est pas à l'ordre du jour. En Afrique du Sud, Jacob Zuma est de plus en plus contesté. À la demande de l'opposition, le 18 avril, il affrontera un vote de défiance au Parlement. Par ailleurs, le récent limogeage de son ministre des Finances ravive les tensions au sein d'une ANC en perte de vitesse depuis son revers aux élections locales en 2016. À n'en pas douter, Patrice Talon aurait rêvé mieux comme anniversaire pour fêter ses 12 mois à la tête du Bénin. Faute de majorité qualifiée, mais aussi pour vice de forme, le Parlement a retoqué sa proposition de révision constitutionnelle. Le reportage de Thibaut Cavaillès. Sous les fenêtres de l'Assemblée, la joie de Béninois mardi soir. Quelques minutes auparavant, les députés disaient non à la révision de la Constitution proposée par le président Patrice Talon. Un revers difficile pour le chef de l'État, un an à peine après son arrivée au pouvoir. À l'époque, il avait proposé un référendum pour une nouvelle constitution. Mais il a finalement préféré s'en remettre à l'Assemblée, directement, pensant avoir cause gagnée. Eh bien non, cela s'est joué à 3 voix près. Le projet d'une révision de la Constitution dérangeait les Béninois, pas tant sur le fond. Le nouveau texte prévoyait notamment une discrimination positive en faveur des femmes et un mandat unique pour le président, mais plutôt sur la forme et le fait que cette révision ne soit pas soumise au peuple. Même les gouvernements passés, s'ils avaient adopté la bonne démarche, écoutez, on devrait déjà réviser. Il faut laisser les considérations cartésiennes qu'il y a donc dans notre loi fondamentale. Rassembler donc et faire adhérer le peuple au débat. Un peuple soulagé, qui plus est après un vote qui a fait taire les rumeurs d'argent versées aux députés afin qu'ils votent en faveur de la révision. Aujourd'hui, nous avons montré que les députés ne sont pas manipulables ni manipulés. Plusieurs rassemblements avant le vote avaient prévenu le président Talon que son choix ne convenait pas à de nombreux Béninois. Hassan Diop, puisque le fonds qui porte sur la durée du mandat présidentiel, un mandat unique de 6 ans, et sur le statut de la femme, c'est surtout la forme que les parlementaires et les citoyens béninois contestent. Est-ce un échec pour Patrice Talon? Visiblement, c'est un échec parce qu'il pensait, M. Talon, que le Parlement allait se prononcer aux 2 tiers au moins pour cette révision constitutionnelle. Or, les députés réunis à Porto Novo, donc la capitale du Bénin, ont rejeté ce projet de réforme constitutionnelle. Je crois qu'il y a aussi le rejet de la méthode. Parce que M. Patrice Talon avait fait appel à une commission pour préparer cette réforme constitutionnelle. Cette commission des sages avait fait des propositions. Or, ces propositions ont été quasiment retoquées par M. Talon et ses conseillers. Et les points litigieux, notamment, il a fait introduire des points litigieux qui avaient été, je dirais, déconseillés par la Commission. Il n'y a pas que... Alors, les bons côtés, évidemment, de ce projet de réforme, c'était la parité, etc., etc. Bon, quant à la limitation à un seul mandat pour la présidentielle, c'est discutable. Mais ce qui était encore le plus discutable... Surtout que ça ne va pas s'appliquer à lui. Ça ne s'appliquera pas à lui, etc. Voilà, on ne voit pas véritablement la finalité, le côté dynamique, le côté démocratique, etc. de ce mandat unique. En revanche, ce que les Béninois n'ont pas accepté, c'est que finalement ce projet de réforme était resté confidentiel. On ne connaissait pas le contenu réel de ce projet de réforme. Et donc, les députés allaient se prononcer sur un projet à l'aveugle. Et ça, les Béninois ne l'ont pas accepté. En revanche, on sait que dans ce projet de réforme, il était notamment question de points extrêmement discutables et polémiques, c'est-à-dire notamment, c'est le fait que le chef de l'État, les ministres
était complètement immunisé, bénéficiait d'une immunité politique et judiciaire. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas les poursuivre ni au cours de leur mandat, ni après les mandats, ce qui laissait la porte ouverte à un certain nombre de turpitudes. D'autant plus que M. Talon, dès qu'il est arrivé aux affaires, s'est empressé de régler ses propres affaires, c'est-à-dire ses propres entreprises cotonnières qui étaient très liées à l'État. Il estimait que notamment que son rival, qu'il avait d'ailleurs aidé... C'était pour réparer une injustice causée par son prédécesseur. Voilà. Mais je dirais que le fait, les indemnités, les arrangements, etc., qu'il avait décidé en faveur de ces entreprises sont pour l'instant, restés. Est-ce que c'est légal ou pas légal? Tout ça, peut-être qu'un jour sera mis sur la table. Stéphanie Hartmann, premier échec du bilan de Patrice C'est pas le Talon. premier, à mon avis. Depuis un an, on a une longue succession, pas d'échecs, en tout cas d'amateurisme, c'est le sentiment qu'il donne avec sa gestion du pouvoir. C'était le candidat de la rupture. On voit surtout une rupture, on a du mal à voir la rupture économique. Alors, Assane Diop l'a rappelé, parmi les premières mesures qui ont été prises durant les premiers conseils des ministres, ça a été que l'État béninois paye les dettes qu'il devait aux entreprises auparavant dirigées par Patrice Talon, un État qui est déjà fortement endetté. Les Béninois ont le sentiment depuis un an que leurs conditions de vie se sont dégradées. Il a essayé de mettre de l'ordre sur la voie publique avec ce qu'on a appelé le phénomène de déguerpissement. Il faut savoir que le Bénin est quand même, comme beaucoup de pays de la région, à une économie informelle. Donc ces vendeurs ambulants sont essentiels pour la survie des Béninois et pour le fait de manger chaque jour. Voilà, beaucoup gagnent leur pain quotidien comme ça. Donc libérer la voie publique sans prévoir des solutions pour ces vendeurs, ça a été une erreur. Concernant la révision constitutionnelle, il avait d'abord annoncé un référendum avant la fin de l'année 2016, décembre 2016, qui n'a pas été fait. Finalement, il a préféré passer par l'Assemblée. Le peuple béninois vient de rappeler ici sa particularité, sa capacité à être surprenant. Et on se souvient, c'est quand même au Bénin qu'a été inventé le principe des conférences nationales, et leur capacité à faire pression sur leurs députés pour leur dire: vous êtes les représentations du peuple, ne l'oubliez pas. Donc effectivement, pour moi, c'est un échec pour Patrice Talon. Cette première année, il a du mal à se faire à la gestion de l'exercice de l'équilibre des pouvoirs. Il va falloir qu'il s'y fasse, d'ailleurs, qu'il soit moins économique et plus politique, parce que sinon, il risque de faire un mandat unique, et ce sera malgré lui. Assane Diop, cette décision fait écho justement à la démission la semaine dernière du secrétaire d'État à la Défense, et le résultat conforte son choix. Oui, au-delà, je crois, de l'amateurisme politique, M. Patrice Talon a introduit au Bénin ce que j'appellerais de la plutocratie, c'est-à-dire finalement un chef d'État parvenu à être chef d'État grâce à son fric et qui finalement gère le pays à la manière d'une entreprise, ce qui est complètement en déphasage avec les réalités. On l'a vu donc avec ce projet de révision constitutionnelle. Par ailleurs, M. Patrice Talon, lorsqu'il a présenté son programme d'action gouvernementale, c'était de manière très médiatique. Il avait fait appel à un grand communicant devant l'Éternel qui s'appelle M. Athias, qui avait donc organisé ce show-off. On allait voir ce qu'on allait voir, c'est-à-dire notamment le Bénin révélé. Alors, en tous les cas, ce que révèle sa première année de gestion, c'est à la fois de l'amateurisme, à la fois il est à côté des attentes des Béninois. Et dans ce projet d'urbanisme, notamment qui passe par le déguerpissement, on voit bien aussi qu'il y a une forme d'improvisation, parce qu'on fait déguerpir des gens, mais on ne les reloge pas. Ce sont quand même des Béninois, ce sont quand même des citoyens à part entière, etc. Donc il y a une forme de brutalité qui est inacceptable. Par ailleurs, M. Patrice Talon voulait, d'après ses turiféraires, être le président le plus moderne d'Afrique. D'aucuns parlaient de modernité parmi certaines grandes voix des médias que l'on connaît. Eh bien, il se trouve que M. Patrice Talon pratique je dirais, une politique classique connue qui s'appelle le népotisme, car de nombreux postes diplomatiques ces derniers temps ont été attribués à des membres directs de sa famille. On se gardera ici de citer de noms ou de pays
juste pour ne pas fâcher ceux qui sont les bénéficiaires de ces postes, les prébendes. Voilà. Alors Stéphanie Hertmann, en quoi consiste la rupture préconisée par Patrice Talon au moment de son élection? Alors j'ai peur d'être sévère. Malheureusement, on ne voit pas de rupture en ce qui concerne la corruption, on ne voit pas de rupture en ce qui concerne la vie économique. On voit une rupture dans le style, effectivement. Alors je vais reprendre un adjectif, c'est celui de bling-bling. Patrice Talon, voilà, rompt par le style. On est loin du bon père de famille que représentait Boniaï. On a un président qui communique très peu, si ce n'est sur les réseaux sociaux. À l'occasion d'un an, il a fait un message, il ne s'est pas exprimé à la télévision, il a fait un message sur Facebook. Le style Talon, c'est aussi rouler en Porsche dans les rues de Cotonou, donc on peut s'interroger. Je n'ai rien contre cette marque de voiture, mais effectivement, est-ce que le style convient à un pays comme le Bénin? C'est moins sûr. En tout cas, voilà, je vois une rupture. La rupture, pour moi, elle est pour l'instant que dans le style et pas dans la gouvernance. Voilà. Et puis peut-être aussi dans l'ignorance. Et puis aussi dans l'ignorance, Patrice Talon est réputé snobé, en tout cas depuis un an, les autres chefs d'État du continent. Il n'est jamais présent au sommet de l'Union africaine. Il n'accorde aucune visite à ses homologues, excepté peut-être Alassane Ouattara, parce qu'il a des affaires en cours, semble-t-il, en Côte d'Ivoire. Mais sorti de là, effectivement, Patrice Talon est invisible sur la scène africaine. Un dernier mot sur le Bénin. Oui, au niveau international, effectivement. Donc il s'était montré très proche du président rwandais Paul Kagame. Et là encore, il a eu cette idée qui a été applaudie par beaucoup d'Africains, qui était d'ouvrir le Bénin à tous les ressortissants. Vous allez dire que vous êtes ressortissant africain, vous n'avez plus besoin de visa. Ouais. Aussi, vous n'avez plus besoin de visa déjà, c'est supprimé, voilà, les visas pour tous les Africains venant au Bénin. Mais là encore, beaucoup d'amateurisme, puisque dans les faits, beaucoup d'Africains se sont retrouvés bloqués dans les aéroports, n'ont pas pu prendre l'avion s'il n'y avait pas de visa pour le Bénin. Voilà, mais il n'a qu'un an de mandat, donc attendons de voir. Ne soyons pas si sévères, laissons-lui le temps, puisqu'il a un mandat de 5 ans. À 2 ans des élections générales, Jacob Zuma est de plus en plus contesté au sein de l'ANC. Les nombreux scandales dans lesquels est impliqué le président sud-africain et la récente éviction du ministre des Finances divisent le parti qui domine la scène politique nationale depuis 1994. Le reportage de Laure de Matos. La charge vient cette fois-ci d'un allié historique de l'ANC. La COSATU ne croit plus que le président soit la bonne personne pour unifier et mener le mouvement. Nous pensons qu'après toutes ces indéniables contributions au mouvement et au gouvernement, le moment est venu pour lui de démissionner. La COSATU, la puissante confédération syndicale sud-africaine, lâche Jacob Zuma. Avec le Parti communiste, qui a lui appelé lundi à sa démission, et l'ANC, le parti au pouvoir, le syndicat forme une alliance depuis la fin de l'apartheid. Les 3 organisations sont censées travailler main dans la main, prendre des décisions communes. Et pour la COSATU, Jacob Zuma n'a pas respecté ce devoir de concertation. En particulier la semaine dernière, lorsqu'il a limogé son ministre des Finances, Pravin Gordhan. L'homme avait la confiance du peuple, mais aussi des marchés, car il était vu comme le garant de la bonne gestion de ce gouvernement. Lundi, l'agence Standard & Poor's a abaissé la note de l'Afrique du Sud en catégorie junk, autrement dit à risque. C'est un fidèle du président Malusi Gigaba qui gère désormais les finances sud-africaines. Je ne dis pas que c'est facile de se remettre d'une dégradation, mais je pense qu'on peut gérer les risques politiques et les pratiques qui ont été soulignées par Standard & Poor's et qui ont également été pointées du doigt par Moody's. La pression monte sur Jacob Zuma, embourbé depuis plusieurs mois dans une série de scandales. Même au sein de l'ANC, certains veulent le voir partir. L'ANC qui a le pouvoir de démettre le chef de l'État, il l'avait fait en 2008 pour le prédécesseur de Jacob Zuma, son rival Thabo Mbeki. Assane Diop, première conséquence de l'éviction du ministre des Finances, Pravin Gordhan, surnommé Monsieur Propre. La note de l'Afrique du Sud a été abaissée, le rand perd 7% de sa valeur, une sanction qui pourrait coûter très cher à la première économie du continent. Oui, on se souvient que le Nigeria, à un moment donné, était devenu la première puissance économique devant l'Afrique du Sud et que l'Afrique du Sud était aussi à une certaine période récente en récession. Donc l'émergence n'est pas totalement au rendez-vous. L'Afrique du Sud est confrontée à des difficultés énormes sur le plan social. On voit bien, et ça a été illustré, on se souvient ici, on en a parlé, ça s'illustre par
des montées de xénophobie de la part notamment des communautés noires contre des Africains étrangers en Afrique du Sud. Donc sur le plan politique, effectivement, Jacob Zuma ne répond pas là aussi aux attentes des Sud-Africains. Par ailleurs, Jacob Zuma, et ça ne date pas de quelques mois, Jacob Zuma traîne de nombreuses affaires. Et le divorce avec Thabo Mbeki en 2005, il était, souvenez-vous, vice-président de Thabo Mbeki, et que Thabo Mbeki l'avait évincé parce que il y avait, Jacob Zuma avait déjà été impliqué dans un problème de corruption. Avec Thalès. Avec Thalès, lié notamment à des achats d'armes, etc. Et ces chefs d'inculpation, d'ailleurs, il a voulu ensuite les effacer, mais malheureusement, un certain nombre de juridictions sud-africaines ont maintenu ces chefs d'inculpation. Donc, alors, reste à savoir si effectivement Jacob Zuma, qui fait l'objet d'une motion de défiance, sera oui ou non démis de ses fonctions. Je doute. Je doute que les députés du CAP, qui seront donc réunis le 18 pour examiner cette motion de défiance, votent le départ de Jacob Zuma, tout simplement parce que ça reviendrait à jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire, on sait que depuis les élections municipales, l'ANC est très affaiblie. L'ANC a perdu un certain nombre, les grandes villes finalement du pays, hein, les municipalités, etc. Et qu'aujourd'hui, démissionner Zuma, c'est affaiblir le parti. Or, je pense qu'ils vont jouer l'attentisme, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mandat. Continuer encore 2 ans. Hein. Continuer encore 2 ans. En revanche, c'est peut-être Madame Zuma, l'ex-Madame Zuma, Dlamini Zuma, qui risque, elle, je dirais, d'être la victime indirecte, puisqu'on sait qu'elle brigue la présidence de l'ANC, qui est le point de départ pour devenir le chef de l'État, face à Cyril Ramaphosa. Et je pense que c'est plutôt Cyril Ramaphosa sera sans doute le prochain leader de l'ANC. Et donc, il est aujourd'hui vice-président. Il est vice-président et donc le successeur sans doute de Jacob Zuma et non Madame Dlamini Zuma, parce que Madame Dlamini Zuma, dans l'esprit de beaucoup de Sud-Africains, ce sera la continuation de son ex-mari. Stéphane Yardman, comment expliquer la popularité que conserve Jacob Zuma malgré les scandales qui traînent depuis bientôt une dizaine d'années? Je pense que effectivement Jacob Zuma est populaire et aussi parce qu'il est un peu populiste. Moi, ce que je crains, c'est que face à cette contestation qu'il y a au sein de l'ANC également, et l'ANC domine la vie politique sud-africaine, et je pense aussi que l'Afrique du Sud est en train d'opérer aussi une mutation, c'est-à-dire qu'on est passé d'un schéma politique post-libération où l'ANC était dominante et l'ANC est en train de s'effriter. Il y avait déjà eu la scission en 2009. Avec la création du parti de Thabo Mbeki qui n'a pas pris. Donc je pense que les dirigeants de l'ANC essayent de faire tenir l'ANC non pas jusqu'aux prochaines élections, mais au moins jusqu'au prochain congrès, qui déterminera effectivement qui sera le prochain président de l'ANC et qui sera donc le candidat pour l'ANC pour les élections générales présidentielles de 2019. La règle tacite voudrait que ce soit Cyril Ramaphosa, qui est donc vice-président. Et moi, ce que je crains, c'est que finalement, face à cette contestation, Jacob Zuma tire un peu plus sur la corde populiste. Il l'a fait encore récemment, je veux dire, en s'inquiétant des inégalités économiques entre noirs et blancs. Il serait peut-être un peu de temps, ça fait un certain nombre d'années qu'il est au pouvoir, donc je crains qu'au fur et à mesure que la contestation enfle, il joue sur cette fibre-là, raciale, les tensions raciales, les inégalités économiques pour effectivement renforcer sa base et sa popularité. On a vu d'autres présidents de faire ailleurs. Aujourd'hui, des manifestations sont prévues à la fois à Pretoria et à Johannesburg pour dénoncer justement la corruption. Oui, ce vendredi. Et Jacob Zuma est comptable aussi finalement du fait que ce fossé entre noir et blanc du point de vue économique reste béant, voire s'est agrandi. Il y a eu des études qui ont été menées effectivement par les instituts, des instituts publics sur la disparité, etc., etc. Et il s'avère qu'effectivement que la communauté noire s'est davantage appauvrie et que la communauté blanche reste une communauté socialement dominante. Alors, au lieu d'incriminer, je dirais, la communauté blanche, il aurait dû, Jacob Zuma, appliquer une politique effectivement qui permette l'émergence éventuellement d'une classe moyenne noire, qui permette... Ce qu'ont fait Thabo Mbeki et Nelson Mandela. Oui, Thabo Mbeki, l'ANC l'a évincé pour des raisons bassement politiques et sous l'influence de Jacob Zuma, mais Thabo Mbeki... Et de Julius Malema. Et de Julius Malema, enfin c'est des démagogues. Julius Malema aussi est un démagogue né. Thabo Mbeki avait créé des millions d'emplois. Thabo Mbeki avait fait grimper la croissance avec des chiffres
extraordinaire, à tel point, effectivement, qu'on parlait de l'Afrique du Sud comme un des géants de demain. Et puis, depuis que Jacob Zuma est au pouvoir, eh bien, c'est recul sur recul, à quoi s'ajoute effectivement une image absolument négative, je dirais, sur le plan politique et sur le plan moral de sa présidence, et une image effectivement qui ternit l'image de l'ANC. C'est pour ça que la lutte aujourd'hui, on voit d'ailleurs, Stéphanie Hertmann, que même la COSATU, qui est le syndicat proche de l'ANC, est opposé à Jacob Zuma. Allié historique de l'ANC, comme le Parti communiste qui, finalement, ont lâché l'ANC. Ça remonte à ce que j'ai dit tout à l'heure, un effritement de l'ANC. Et l'ANC va devoir choisir dans quelques mois entre est-ce qu'elle veut être un parti qui sert une classe politique affairiste, comme ça, dominant, garder des intérêts et corrompu, jusqu'à... on peut voir ce qui s'est passé au Zimbabwe, par exemple. Ou si, voilà, l'ANC va être la garante de la démocratie sud-africaine, qui est, à mon avis, l'une des plus grandes démocraties du continent. Et dans ces cas-là, faire évincer Jacob Zuma et ses proches des prochaines élections. L'héritage de Nelson Mandela a été détourné. Enfin, pas détourné, mais en tout cas terni. Les mandats de Jacob Zuma sont vraiment des mandats qui auront terni l'image de l'ANC et l'héritage de Nelson Mandela. Donc aujourd'hui, quand on parle de la présidence de Jacob Zuma, on parle d'affairisme, de corruption, etc. Alors, bon, encore une fois, je dirais l'histoire ou la présidence du seul Jacob Zuma ne devrait pas évidemment nous conduire à un jugement définitif sur l'ANC. Je pense que les dirigeants de l'ANC sauront à un moment donné se ressaisir, mais il y a quand même des enjeux politiques derrière tout ça. Encore une fois, c'est la succession de 2019. C'est la succession de 2019, et cette succession, comme le rappelait ma consoeur, ça sera donc, on en saura plus en décembre, au moment des élections, lorsque l'ANC sera réunie en congrès et désignera son nouveau chef. Donc, il sera normalement le candidat qui sera investi pour succéder éventuellement à Jacob Zuma. Voilà, Jacob Zuma, tout le monde l'a dit, c'est véritablement l'incarnation de la corruption. Contre quoi lutte un certain nombre de dirigeants du continent, par exemple. Et on nous dit, oui, c'est le maire de telle grande ville, on ne doit pas le mettre en prison, on ne doit pas le poursuivre, etc. etc. Bon, je pense par exemple au Sénégal. Je pense qu'effectivement que la corruption est un véritable fléau sur le continent et qu'il faut le combattre. Et qu'en Afrique du Sud, il faut qu'effectivement que les gens prennent conscience de l'image que Jacob Zuma donne à l'extérieur du pays. Un dernier mot, Stéphanie Hertmann. Cyril Ramaphosa, futur successeur de Jacob Zuma. On le sait également très proche de Winnie Mandela, qui est encore très influente au sein de l'ANC. Ce sont les garants, président de la COSATU. Ce sont les garants, à mon avis, Cyril Ramaphosa fait partie des garants de l'ADN de l'ANC, compagnon de Nelson Mandela. Et j'en profite pour souligner, rendre hommage aussi à Ahmed Kathrada, qui nous a quittés il y a quelques temps. Et qui avait fait, compagnon de Mandela. Voilà, et qui avait fait aussi une lettre ouverte pour dénoncer et demander à Jacob Zuma de démissionner. Donc, si Cyril Ramaphosa reprenait les rênes de l'ANC en décembre prochain, ça serait une bonne nouvelle, à mon avis, pour l'Afrique du Sud. Avant de vous quitter, nous tenions à rendre hommage à notre confrère Anissé Mobé, qui nous a quittés cette semaine. Nous avons eu le plaisir de le recevoir plusieurs fois sur le plateau de TV5 Monde. Il était également auteur de nombreuses tribunes dans la presse belge et française. Nous pensons à sa famille. Une réaction peut-être, Stéphanie Hertmann? Ah oui, non, moi je rends hommage à Anissé Mobé, qui dans ce métier, il intervenait régulièrement sur Africa numéro 1. Et c'est grâce à lui que je comprends un peu maintenant l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Je crois que c'était l'un des meilleurs spécialistes, effectivement, de la RDC, un grand connaisseur de son pays. Et je me souviens, il était régulièrement invité, il y a déjà de longues années de cela, par Philippe Lémarie, qui, on le sait, était l'un des grands présentateurs sur RFI d'Afrique Midi. Voilà. C'est la fin d'Afrique Presse. Merci à Hassan Diop de RFI et Stéphanie Hertmann d'Africa numéro 1. Vous pouvez revoir et réécouter cette émission sur les sites de RFI et de TV5 Monde.